9h30, 10h. Côté expert, Nathalie Morel. Côté expert, succession, frais d'acte, donation, testament, vente, achat. Vos questions pour maître Jérémy Dubourg ce matin. Bonjour. Bonjour Nathalie. Il faut nous appeler maintenant au 02 31 44 48 44. Mais vous avez également la possibilité de déposer vos questions ou témoignages sur notre site, notre page Facebook France Bleu Basse-Normandie. Bon, alors, on va démarrer cette émission par l'audit énergétique. Alors, c'est vrai qu'on en parle beaucoup, mais ça vous concerne aussi, vous notaires, puisque c'est entré en vigueur le 1er avril, un DPE un peu plus complet. C'est ça, effectivement, on en parlait depuis un certain temps, on attendait les arrêtés d'application, mais là ça y est, c'est entré en vigueur le 1er avril, et donc maintenant c'est obligatoire. Donc effectivement, ça ressemble un peu au diagnostic de performance énergétique qu'on appelle DPE, et qu'on connaissait déjà, qui est applicable pour toutes les ventes de biens immobiliers, mais là c'est un peu plus détaillé, ça s'applique à la vente des passoires énergétiques, donc c'est-à-dire les biens qui sont classés en F ou en G. Donc les ventes qui sont concernées, F, G uniquement pour le moment, mais pour le moment. C'est ça, parce que on va passer pour les logements qui sont classés en E, ça va être à partir du 1er janvier 2025, et après ceux classés en D en 2034. Bon, ça laisse un petit peu de temps, et puis la loi peut changer d'ici là. Il vaut mieux peut-être imaginer quel est le classement de son logement déjà, avant même l'idée de vendre peut-être d'ici quelques temps. De toute façon, à partir du moment où on a envie de vendre, ce qui est pas mal, c'est de faire les diagnostics immobiliers. Donc il y aura le DPE dedans, et là vous verrez le classement. Est-ce que vous êtes en A, B, C, etc. Et vous saurez s'il faut faire l'audit énergétique ou pas. Qui peut faire le diagnostic alors pour les maisons d'habitation, ça va être le diagnostiqueur immobilier, il faut qu'il soit certifié, mais la personne qui est habilitée à faire les DPE, les diagnostics électriques, gaz, etc. Le prix en tient compte de cet audit. Est-ce qu'on peut le négocier plus facilement, le prix d'une maison, d'un appartement? C'est quelque chose que vous vérifiez, vous, à l'étude? Effectivement, un logement qui va être considéré comme une passoire énergétique, l'acquéreur va négocier le prix forcément, parce qu'il y a des travaux assez lourds à prévoir. Bon, donc il y a toujours possibilité d'essayer de négocier quand même un petit peu. Surtout en ce moment. Surtout en ce moment, et ça va pas aller en s'arrangeant en tout cas. C'est sûr. Vos questions pour notre notaire Jérémy Dubourg jusqu'à 10h, et c'est Philippe qui est à Fresnay-sur-Sarthe dans le 72. Bonjour Philippe. Oui, bonjour madame. Quelle est votre question? De vous déranger. Non, voilà. Maman souhaite faire son partage de son ancienne fermette avec un peu de terrain. Mes frères et sœurs sont d'accord. Et quand maman va décider que telle parcelle et telle parcelle reviennent à tel enfant, je voudrais savoir si après, puisqu'on l'aura qu'après son décès, si après son décès, si on veut plus d'une parcelle, est-ce qu'on peut le renégocier chez le notaire avec les frères et sœurs pour en échanger une autre, si quelqu'un est d'accord? Bonjour Philippe. Alors, Jérémy Dubourg. Bonjour, donc, monsieur. Si j'ai bien compris, votre maman elle veut faire ce qu'on appelle une donation partage, c'est-à-dire qu'elle veut répartir ses biens entre ses différents enfants, quoi. Donc une fois que cet acte-là va être signé à son décès, effectivement, chacun des frères et sœurs se retrouvera complètement propriétaire des biens qui leur ont été attribués. Et le principe, c'est que non, c'est-à-dire qu'une fois que c'est attribué, c'est attribué. Si vous voulez rééchanger avec les frères et sœurs, il faudrait faire un acte d'échange, par exemple. Mais il faut échanger des biens de même valeur, quoi, ou sinon il y aura une somme pour dédommager le frère ou le sœur, quoi. Oui, redonner un peu d'argent si la parcelle. C'est ça. Voilà. Mais le principe, c'est qu'une fois que les lots sont faits, ça doit rester comme ça, quoi. C'est un peu le but de cet acte-là. Est-ce qu'il y a possibilité de faire les choses en amont, alors peut-être de changer un petit peu ce que prévoit la maman? Sinon, il faudrait laisser, si vous avez un doute sur l'attribution de la parcelle en question, il faudrait la laisser ce qu'on appelle en indivision, c'est-à-dire que vous la laissez appartenir aux frères et sœurs, et puis au décès de votre maman, vous verrez comment l'attribuer, quoi. Oui, d'accord. Bon, je vous remercie beaucoup. On a répondu à peu près correctement à votre question, Philippe? Oui, tout à fait, madame. Bon, vous devez avoir chaud là, à Fresnay-sur-Sarthe, hein? Oui, ça commence. Ça commence. Bon, mettez-vous à l'abri. Merci à vous, Philippe. Merci, madame. Bonne journée à vous. Jérémy Dubourg, quand on achète un bien, le notaire doit-il être choisi par le vendeur ou l'acheteur? Alors chacun peut prendre son notaire. Chez nous, c'est le notaire du vendeur qui va mener le dossier, qui va recevoir l'acte, mais l'acquéreur peut très bien choisir son notaire.
Et donc on peut venir avec 2 notaires. Enfin, on oui, peut tout avoir à fait. Chacun peut avoir son notaire et la globalité des frais sera répartie entre le notaire vendeur et le notaire acquéreur. En gros, ça coûtera pas plus cher pour l'acquéreur qui a pris son propre notaire. Allez, vos questions 02 31 44 48 44. Vous avez pour 5 minutes encore pour nous appeler pour poser vos questions à notre notaire Jérémy Dubourg. Antonio à Giberville, bonjour. Oui, bonjour à vous deux. J'avais une question un peu, du moins bizarre, je ne sais pas si c'est bizarre ou pas. J'ai commencé à construire un bâtiment il y a plus de 15 ans. Mm-hmm. Donc, après, j'ai arrêté de construire, donc j'étais 5 ans sans mouvement. Donc, il y avait un permis de construire, et puis là, je vais le vendre. Donc, je voulais savoir si le futur acquéreur pourra redemander un permis à la mairie. Jérémy Dubourg. Bonjour Antonio. Effectivement, là, il faudrait signer un compromis de vente sous condition suspensive, sous la condition que votre acheteur ait un permis à son nom pour réaliser le projet qu'il souhaite réaliser. Et puis la question, c'est surtout, est-ce que le terrain est toujours constructible Si, mais le problème, c'est que l'ancien maire, il n'est plus là. Oui, ça, c'est pas grave, ça. Parce que moi, à l'époque, j'avais fait affaire avec Maître Guilbert à Ivrecy, je ne sais pas si vous connaissez. Oui, de nom, oui. Donc voilà, là, je viens de récupérer l'acte de propriété et tout, je l'ai mis en vente. Et donc, je voulais savoir si le futur acquéreur, s'il achète le terrain, est-ce qu'il aura... Mais je pense que oui. Il y a un terrain, du moins, il y a un permis de construire qui a été établi sur le site. Donc, le bâtiment, il est presque achevé. Donc, je pense pas qu'ils peuvent refuser, quoi. Oui, non, mais le mieux, c'est de signer un compromis de vente, que l'acquéreur mette en condition la possibilité de réaliser l'opération qu'il veut faire. Et puis, après, s'il a l'autorisation, vous signerez l'acte de vente définitif et il n'y aura pas de difficulté là-dessus. Ça va être fait à la fin du mois, le compromis. Donc, je l'ai mis dans une agence. Donc, a priori, il n'y a pas de souci. Non, c'est juste la question de savoir si le terrain est toujours constructible, mais de toute façon, il y aura le compromis qui sera signé pour protéger l'acheteur, pour qu'il puisse mener à bien son opération, et ça posera pas de difficulté. Bon. Ouais, le terrain est toujours constructible, donc. Donc il n'y a pas de souci, Antonio. D'accord? Non, voilà, mais je voulais avoir 2 confirmations, quoi. Vous l'avez. Voilà. Merci à vous. Bonne journée à Giberville. Bonne journée, au revoir. Au revoir. Jérémy Dubourg, comment se déroule la signature du compromis de vente? Et quel délai entre la signature du compromis et l'acte définitif? Alors, il n'y a pas de délai de principe, la loi prévoit pas de délai. Alors, le compromis de vente, une fois qu'on a recueilli l'ensemble des pièces nécessaires pour établir le compromis, tous les diagnostics, toutes les pièces qui sont nécessaires, on signe le compromis de vente sous différentes conditions, souvent sous condition, par exemple, que l'acheteur ait son prêt. C'est la Bien principale évidemment, des conditions. c'est souvent le cas du reste. On a généralement peu l'argent en comptant. C'est assez rare, voilà, c'est assez rare. Et puis, une fois que nous, de notre côté, on a toutes les pièces administratives et que l'acheteur à l'argent, on peut passer à la signature de l'acte de vente définitif, mais il n'y a pas de délai. En général, c'est 2-3 mois, mais voilà, il n'y a pas de délai de principe, quoi. Une fois qu'on a toutes les pièces et que l'argent est disponible, on peut signer l'acte de vente. Et est-ce qu'on peut se rétracter d'un compromis de vente? Alors là, une fois qu'on a signé le compromis de vente, on va envoyer la copie du compromis de vente avec les annexes à l'acquéreur. Il va avoir 10 jours pour se rétracter à compter du lendemain de la présentation du compromis. Combien ça coûte un compromis de vente et qui paye les frais de notaire? C'est l'acheteur ou le vendeur? C'est l'acheteur, et en général, c'est l'acheteur qui va payer les frais de compromis et les frais d'acte de vente, qui comprennent toutes les taxes. Alors, de quoi sont constitués justement ces frais? Parce que beaucoup se posent la question. Alors dans les frais, il va y avoir à 80%, ça va être des taxes. Il y a une taxe départementale, une taxe nationale, une taxe communale, Ouais. Et donc ça, une fois que l'acte de vente est signé, nous on reverse ça à l'administration fiscale. Bon, en tout cas, il n'y a pas de délai entre les deux, faut bien se le dire. Donc si par exemple on a fait une demande auprès de sa banque, le crédit est refusé, il faut retrouver une autre banque, donc tout ce temps-là est pris en compte. Oui, c'est ça. Si vous avez plusieurs refus de prêt, de toute façon, vous pourrez pas mener à bien votre opération et le compromis de vente va tomber. Oui, mais quelquefois on peut avoir un refus et puis pas dans la banque d'à côté. C'est pour ça, C'est pour ça qu'on laisse un délai assez long pour pouvoir permettre de faire ça. Vos questions pour notre notaire Jérémy Dubourg, 02 31 44 48 44. L'impôt sur les plus-values immobilières, qu'est-ce que c'est?
Alors c'est une imposition quand on vend par exemple sa résidence secondaire ou un bien qui est loué, si on revend plus cher que ce qu'on a acheté, on va avoir un impôt à payer qui est à peu près de 36,2% de la différence entre le prix d'achat et le prix de vente. 36,2%, ouais, c'est quand même très conséquent ça. Mais est-ce qu'il y a, quand vous dites quand on revend plus cher, faut que ce soit, il y a un delta, faut que ce soit vraiment beaucoup plus ou il y a des petites décotes qui vont s'appliquer, il y a aussi un forfait qu'on peut appliquer pour des travaux ou pour les frais qu'on a payés quand on a acheté, qui vont permettre un petit peu de limiter la plus-value. Mais si on revend beaucoup plus cher, on va payer 36,2% de la différence. Voilà. Alors c'est pas pour son bien personnel, hein, c'est pas pour sa propre habitation, on est d'accord. Hein. Non, quand on vend sa résidence principale, il y a une exonération, donc on ne paie pas de plus-value sur la vente de la résidence principale. C'est uniquement pour une résidence secondaire ou un bien loué. C'est ça. Lorsque le prix de la vente n'excède pas les 15 000 €, j'ai vu la plus-value du bien est entièrement exonérée d'impôts. Oui, effectivement. Si vous vendez un bien qui a une valeur inférieure ou égale à 15 000 €, vous n'êtes pas dans le champ d'application de la plus-value, donc vous n'avez pas d'impôt à payer. Est-ce que ce cas peut notamment se présenter lors d'une indivision ou d'un mariage ? Oui, si vous avez un bien d'indivision, vous avez un bien qui vaut 30 000 et vous en êtes propriétaires tous les deux, vous ne paierez pas de plus-value parce que la part qui vous revient, elle est de 15 000 justement, donc vous serez exonéré. Ouais, c'est un peu divisé, quoi. C'est ça, c'est divisé par... Et donc le conseil que vous donnez ce matin, c'est d'aller voir son notaire pour bien vendre ? Ce que je conseille, c'est vrai que c'est avant de vendre, c'est toujours de passer voir votre notaire pour savoir à quelle sauce vous êtes mangé, combien vous allez payer de plus-value, quoi. Il y a logiciel, hein, c'est pour estimer son bien immobilier. Oui, effectivement sur le site de la Chambre des notaires, vous avez un logiciel qui a été mis en ligne pour estimer son bien immobilier. Et les frais de notaire sont déductibles du coup de la plus-value ? Ah oui, effectivement, ouais, ils sont déductibles. Ouais. Bon, il y a beaucoup d'autres sujets qu'on pourrait développer ce matin, comme le testament. Je voudrais juste qu'on finisse là-dessus. C'est un écrit dans lequel on exprime forcément ses dernières volontés. Est-ce qu'on peut faire son testament seul ou obligatoirement devant un notaire ? Alors, en principe, on peut le faire seul. Les seules conditions de validité, c'est qu'il soit écrit de la main de la personne qui fait son testament, daté et signé. Après, le fait qu'il soit déposé chez son notaire, ça permet d'être sûr qu'il soit conservé et de le retrouver si on change de domicile, d'être sûr qu'on puisse retrouver votre testament. Ça veut dire qu'il faut désigner une personne chargée d'exécuter ses dernières volontés ? Non, il n'y a pas d'obligation là-dessus. Il n'y a pas d'obligation de désigner une personne. Ouais. Et concernant son corps, par exemple, je pense au don d'organes, dont on va parler très bientôt dans Côté Expert, l'organisation des funérailles, la crémation et tout ça peut être noté. Ah oui, vous pouvez noter effectivement des choses de ce type dans votre testament. Et est-ce qu'on peut le modifier ou l'annuler à tout moment ? À tout moment, effectivement, vous pouvez le modifier. Est-ce qu'il y a un moment où il est plus opportun de rédiger son testament ? Non, je dirais, ça fait pas mourir, donc c'est bien de le prévoir dès qu'on peut. Bon, en tout cas, c'est une bonne chose pour les couples non mariés, non pacsés aussi ? Effectivement. Là, quand on n'est pas pacsé, pas marié, puis même quand on est pacsé, il faut surtout faire un testament pour protéger la personne avec qui on vit, parce que la loi ne prévoit pas de protection pour le partenaire pacsé. Donc, un pax plus un testament, ça va ensemble. Ouais. Alors, c'est vrai que on peut le faire à n'importe quel moment, mais on se dit, si je fais mon testament, on a un peu l'impression que c'est un peu la fin, quoi. Mais donc, non, c'est justement, faut mieux le faire au début pour. Oui. Et tant qu'on a toute sa tête également. Exactement, parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer. Exactement. Bon. Merci, Jérémy Dubourg. Merci. Voilà, on n'aura pas le temps maintenant de prendre d'autres appels, bien évidemment, mais vous reviendrez pour la rentrée prochaine. Très bien. Et bel été à vous. Vous aussi. Bien.